Bonsoir et bienvenue sur le plateau du Grand Direct sur les antennes d'Azur TV. Au sommaire de ce mercredi 24 février, évidemment toujours la situation sur la Côte d'Azur dans les Alpes-Maritimes. Nous ferons le point avec le docteur Véronique Mondin qui est infectiologue au CHU de Nice. Reportage également à Oron, la station se prépare à accueillir des habitants du littoral confiné, vous le savez, ce week-end. Le fléau marseillais, c'est le trafic de stupéfiants, dossier édifiant dans la Provence du jour. 220 points de vente identifiés dans la capitale phocéenne. C'est plus que les bureaux de poste. Nous serons avec le journaliste qui a réalisé ce dossier, Romain Capdepont, et le député marseillais Saïda Hamada, alors que Gérald Darmanin sera à Marseille demain, le ministre de l'Intérieur. Cette enquête édifiante à présent dans le journal La Provence qui concerne le trafic de stupéfiants. 220 points de deal ont été identifiés dans le département, dont 156 à Marseille. Vous le découvrez sur cette double page, donc publiée aujourd'hui. Nous sommes avec Romain Capdepont, qui est le chef de la rubrique police-justice à La Provence et qui a signé cette enquête, et également avec le député La République En Marche, Saïda Hamada, pour essayer de comprendre pourquoi et ce qu'on peut faire surtout. Alors, je vais m'adresser d'abord à Romain pour l'état des lieux. C'est un travail qui vous a permis de répertorier donc tous ces points de deal. Vous avez ironisé d'ailleurs sur Twitter en disant qu'il y avait presque plus de points de deal que de bureaux de poste dans le département. Oui, c'est pas vraiment une ironie, c'est surtout que je me suis dit en construisant mon enquête que les gens avaient besoin de concret pour comprendre ce maillage, ce que ça représente en termes commerciaux, en termes d'emprise territoriale, d'avoir du concret. Et quoi de plus concret qu'un service public, alors qui est plus vraiment public, mais que celui de la Poste. Et en passant quelques coups de fil, j'ai tout simplement appris qu'il y avait plus que 130 bureaux de poste dans les Bouches-du-Rhône. Et donc, aujourd'hui, il y a presque 2 fois plus de points de vente, alors qu'ils peuvent aller d'un seul guetteur à un vendeur, à des réseaux hyper structurés de 30, 40, 50 personnes. Donc, presque 2 fois plus de trafic de points de vente, de points de deal que de bureaux de poste, et presque autant de points de deal dans les Bouches-du-Rhône que de stations essence. Donc ça m'a paru très intéressant pour que les gens comprennent bien l'ampleur du phénomène qui engendre évidemment une autre donnée qui est qu'aujourd'hui le trafic de stupes dans les Bouches-du-Rhône emploie plusieurs milliers de personnes et de jeunes personnes. Saïda Hamada, je le disais, vous êtes député La République En Marche à Marseille, député des quartiers nord. Je le précise, mais ce que je précise aussi, c'est que quand on lit cette enquête, ça ne concerne pas que les quartiers dits sensibles à Marseille. Il y a un maillage vraiment territorial complet à Marseille et dans le département des Bouches-du-Rhône. À la veille de la visite du ministre de l'Intérieur à Marseille, c'est saisissant. Est-ce que vous attendez des mesures demain, Saïda Hamada ? Bon, d'abord, des mesures ont déjà été annoncées. Vous parliez de la visite du ministre de l'Intérieur. Il vient avec des annonces qu'il a déjà faites de plus 300 policiers dans les Bouches-du-Rhône et dont 100 déjà cette année. Mais au-delà de ça, moi, ce que je voudrais dire, c'est que aujourd'hui, ces trafics qui gangrènent notre République, nos quartiers, sont des trafics qui datent de très très longtemps, qu'on a perdu quelque part une bataille. Puisque dans notre pays, on consomme plus de cannabis que dans les pays où le cannabis est légalisé, et que donc à un moment, il va falloir se poser la question de la légalisation ou pas de cette drogue. Ceci étant dit, je pense que la venue Darmanin demain est une bonne chose. D'abord sur la question de la sécurité, je le disais par rapport aux effectifs supplémentaires, mais aussi pour rappeler, et j'ai écrit au Premier ministre en ce sens, que la question de la lutte contre les trafiquants n'est pas uniquement une question policière. On le voit dans nos territoires, notamment le nord de la ville, les services publics ont reculé, ils ont reculé quasiment partout. Et on a laissé à l'abandon une partie de ces territoires qui sont devenus de vrais ghettos. On vit un système d'apartheid social. Et moi, je milite pour que les services publics, de manière générale, reviennent en force dans ces territoires. Je rappelle 2 initiatives qui ont été prises par le gouvernement en Seine-Saint-Denis et dans le Val d'Oise, où là, un plan, j'allais dire presque Marshall, a été mis en place pour reprendre possession de ces territoires. Moi, je demande exactement la même chose pour Marseille, qu'en même temps que l'on travaille sur les aspects très sécuritaires avec les policiers, l'on travaille aussi à faire en sorte que aujourd'hui la chair à canon de ces trafiquants, que sont notamment les jeunes en situation de déshérence, mais pas seulement, puissent trouver une voie de sortie, qu'on leur redonne de l'espoir. Et pour ça, il faut qu'on revienne de manière forte dans ces territoires, avec des policiers certes, mais pas uniquement.
Romain Capdepont, est-ce que vous abondez dans le sens de Saïd Hamada? Parce que quand on lit le dossier, 942 dealers interpellés en 5 ans, c'est quand même un chiffre assez impressionnant. Néanmoins, ça n'a pas réglé le problème. Donc forcément, il y a un autre axe à étudier que celui de la répression. Ah non, mais les résultats policiers à Marseille sont vraiment exceptionnels. Ces hommes et ces femmes font un travail dingue. Pour les côtoyer, moi, quasiment tous les jours, c'est un vrai sacerdoce. Et le fait est qu'aucun réseau, depuis 10 ans à Marseille, où vraiment la lutte est intense, n'a disparu. Et même, il continue à se développer. Il y a d'autres méthodes, c'est-à-dire la livraison aussi, ce qu'on appelle Uber Sheet, Uber Coq, continue de se développer aussi. Mais évidemment, j'abonde dans le sens du député Hamada, quand il dit qu'il faut aussi s'attaquer à la consommation, parce que concrètement, s'il y a un tel maillage de vente et d'offres, c'est qu'il y a de la demande. Aujourd'hui, la vraie question, il me semble, dans ce pays, c'est pourquoi 1 million de personnes, environ 900 000 exactement, ont besoin chaque jour de fumer. C'est une vraie question limite psychiatrique, sociale, sociétale et vraiment limite psychiatrique. Pour en avoir parlé dans mon bouquin Les Minots, ces gamins commencent à fumer dès 11, 12, 13 ans et peuvent fumer jusqu'à 10 ou 15 joints par jour. Ça les ravage. Moi, j'en ai rencontré des gamins de 16 ou 17 ans qui sont ravagés. Et pourtant, qui n'ont pas l'air bêtes du tout, hein, mais ça a un impact sanitaire sur eux qui est monumental. Oui, monsieur le député, j'aimerais rebondir sur ce que vient de dire très justement, me semble-t-il, Romain Capdepont, parce que vous parler de légalisation du cannabis en pensant que cette légalisation permettrait de casser le trafic. Bon, on peut se dire le trafic se détournerait sur des drogues plus dures et les dealers aujourd'hui de cannabis dealeraient autre chose demain. Mais c'est pas la question que je vais vous poser, c'était juste une remarque. La question, c'est ce que vient de dire Romain, c'est que aujourd'hui il y a une demande très forte. Il y a des gens qui fument énormément de cannabis. Or, si le cannabis est légalisé, on sait aussi que dans beaucoup de cas, le cannabis entraîne de la schizophrénie. C'est-à-dire que, légalisé ou pas, la consommation du cannabis est quand même néfaste pour la santé, sauf du cannabis médical. Vous comprenez ce point de vue ? Mais tout à fait. Mais ce que je voudrais vous dire, c'est que si vous voulez contrôler un phénomène, et notamment ce phénomène de ravage dont parlait très justement votre collègue journaliste vis-à-vis de la jeunesse, il faut que vous ayez accès à cette jeunesse-là, qui n'est d'ailleurs pas dans les quartiers nord de Marseille, en tout cas, je fais la différence entre les trafiquants et ceux qui consomment, parce que on n'a pas les mêmes publics. Mais moi, je pense que la légalisation permettra justement de pouvoir faire ce travail de sensibilisation, j'allais dire d'apprentissage presque vers la non-consommation de ces drogues, parce qu'aujourd'hui tout se fait de manière informelle et donc on n'a pas accès aujourd'hui à ces jeunes-là pour justement faire ce travail de prévention. Et je rappelle que ce qui est vendu aujourd'hui non plus n'est pas contrôlé, c'est-à-dire qu'on ne sait pas ce que les jeunes fument. Et ça, c'est un vrai problème de santé publique. Vous parlez justement de ces ravages. Moi, je peux vous dire, pour savoir un peu comment cela fonctionne, mais je pense que votre collègue pourra vous le dire aussi, il connaît très bien la question. Il y a des mélanges dans ce qui est vendu, qui est extrêmement dangereux pour ceux qui les consomment. Et donc, si vous voulez arriver à contrôler cela, ce n'est pas en faisant ce que l'on fait aujourd'hui à mon sens, et je dis ça en tant que député, tout en sachant que ce n'est pas la position du ministre de l'Intérieur sur la question de la légalisation. Mais je pense que si vous voulez contrôler ce qui se passe, ce qui est vendu, il faut que vous ayez accès à cette vente-là. Et donc la meilleure manière aujourd'hui, puisque l'on n'arrive pas à éradiquer ces ventes, c'est justement de pouvoir la légaliser pour faire en sorte que l'on ait accès à ces jeunes, qu'on puisse faire ce travail de prévention et anticiper sur toutes les dérives qu'il peut y avoir dans la consommation de cannabis. Mais je voudrais vous dire aussi que on a avancé quand même sur cette question de comment travailler sur la demande de stupéfiants. On parle beaucoup de ceux qui offrent. Ça a été dit très justement, on ne parle pas suffisamment de ceux qui demandent et de ceux qui achètent, et c'est notamment pour ça que les amendes forfaitaires ont été mises en place. Moi, j'attends beaucoup aujourd'hui parce que ce sera la dernière étape avant la légalisation. Je ne vois pas comment on pourra sinon ne pas recourir à ça. J'attends beaucoup de ces résultats sur ces amendes forfaitaires et de savoir comment est-ce qu'on peut taxer au portefeuille ceux qui consomment pour les inciter à moins consommer. Si on n'arrive pas à éradiquer ou en tout cas à baisser de manière drastique la consommation avec ces amendes forfaitaires, il va falloir qu'on se pose sérieusement, mais alors très sérieusement, cette question de légalisation du cannabis qui, et je termine là-dessus, à mon sens, pour reprendre ce qui a été dit, ne sera pas de nature à casser le business, les trafics dans les territoires, mais sera de nature à faire en sorte que l'on sache ce qui est vendu,
que l'on contrôle la vente du début jusqu'à la fin et que l'on soit capable, avec l'argent de cette vente-là, de faire de la prévention auprès de celles et ceux qui consomment. Romain, je voulais également avoir votre point de vue. Si on suit le député et que la légalisation du cannabis intervient, c'est un marché qui va tomber et il y a des dizaines, des centaines de minots à Marseille qui vivent de ce trafic. Du jour au lendemain, ils vont se retrouver sans plus rien. Oui, après, moi, je ne fais pas partie de ceux qui pensent que la légalisation va tuer le trafic, parce que on ne pourra pas, en termes de santé publique, proposer un shit et une résine de cannabis comme les jeunes en fument actuellement à Marseille, avec des taux de THC à 23, 24, 25%, ce qu'ils appellent la frappe. On va être contraint de proposer un produit à, je ne sais pas, 5, 6, 7%. En effet, comme dit Saïd Hamada, ça va forcément faire dériver un certain nombre de consommateurs. Alors, les bobos des quartiers du sud ou centre, qui actuellement vont dans les cités, qui se font aussi beaucoup livrer actuellement, mais qui demain iraient dans ces coffee shops parce qu'ils seront un petit peu stylés, un peu à la mode. Mais il n'empêche que cette merde, comme l'appelle le ministre de l'Intérieur, restera dans les cités, et puis les trafiquants continueront à vendre de la coke, et puis peut-être repasseront au braquage. Alors, je ne suis pas du tout en train de dire en revanche que il ne faut pas tenter, mais il ne faut pas se leurrer en pensant qu'on va éradiquer le trafic avec la légalisation. En revanche, à un moment donné, comme dit Saïd Hamada, il va falloir faire un choix. Moi, ça fait déjà plusieurs fois que je fais des éditos en ce sens dans le journal, c'est qu'aujourd'hui, on est dans un ventre mou. On fait la guerre, mais on fait une petite guerre. Aujourd'hui, est-ce qu'on passe dans une guerre totale avec, c'est une des questions que je pose dans le grand entretien que nous a accordé le ministre de l'Intérieur demain dans le journal, est-ce que demain on passe sur des peines à 20, 25 ans, 30 ans, c'est-à-dire on fait exploser le quantum, la peine encourue pour vraiment rentrer dans une guerre totale avec un nombre de policiers qu'on monte à 1000, 2000, 3000 à Marseille. Je sais que ça paraît surréaliste, mais à un moment donné, et il va falloir prendre le taureau par les cornes, soit d'un côté, soit de l'autre. On ne peut pas continuer à vivoter comme ça, surtout que ça donne l'impression forte quand même que finalement ce statu quo satisfait un petit peu tout le monde. C'est-à-dire que, comme vous disiez, des milliers de minots vivent de ça. Demain, s'ils n'ont plus ça pour vivre, on se demande bien ce qu'ils vont faire. Est-ce qu'ils ne vont pas retourner sur la canebière comme il y a 7 ou 8 ans, arracher les colliers en or des vieilles dames? Est-ce qu'ils ne vont pas remonter au braco, ce qui ne se fait plus du tout quasiment? Donc finalement, on a l'impression que ça maintient quand même aussi une espèce de paix sociale dans ces cités. Des tirs de mortier, il n'y en a pas. Des violences urbaines, il n'y en a pas. Des poubelles cramées, il y en a quelques dizaines sur tout le département au moment du réveillon, alors que dans le reste de la France, ça flambe, tout simplement parce que les caïds tiennent leur cité. C'est malheureux à dire, mais c'est la vérité. Ces caïds tiennent les cités mieux que la police. Donc à un moment donné, c'est soit on continue d'accepter ça, et puis les honnêtes gens de ces cités vivent un enfer, on le sait bien, avec des checkpoints, avec des fouilles de coffres, avec des contrôles d'identité, avec des menaces quand on a le toupet d'appeler les flics, les marins-pompiers, ou encore plus de donner évidemment une info. À un moment donné, il va falloir faire un choix. Ça, c'est clair. Je ne sais pas quel est le bon. Ça, c'est un peu la quadrature du shit. Hein. Mais à un moment donné, il va falloir faire un choix. Merci beaucoup, Romain. Je précise que demain, donc interview exclusive dans les colonnes de la Provence du ministre Gérald Darmanin qui viendra à Marseille. On vous libère. Je garde juste pour 2 questions, Saïd Hamada. La première concerne ce que vient de dire Romain, parce que c'est important que vous répondiez. Aujourd'hui, ce qui tient les trafiquants, les minots, c'est donc l'argent. C'est des sommes folles qu'on peut accumuler dès 15-16 ans. Et cette notion de paix sociale aussi qui est achetée grâce au trafic de stupéfiants. Bon, d'abord, préciser une chose. Ces trafics concernent, même s'ils sont très visibles, une minorité de personnes dans ces territoires. 95-99% des personnes qui habitent ces territoires sont des personnes qui aspirent juste à vivre en paix et en sécurité. D'autre part, les gains dont on parle, qui sont en effet extrêmement importants, profitent de moins en moins à ceux qui habitent ces territoires. De plus en plus de réseaux aujourd'hui à Marseille sont tenus par des personnes, par des non-Marseillais. Et donc il faut aussi casser un peu c'est-à-dire cet a priori qui est de moins en moins vrai, qu'il a été à une certaine époque mais qui est moins aujourd'hui. Aujourd'hui, ceux qui tiennent les réseaux sont de moins en moins des Marseillais, et donc ce sont de moins en moins des Marseillais qui profitent entre guillemets des gains de la drogue. Et je terminerai sur le fait que c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que si on veut travailler sur, j'allais dire, l'offre, c'est-à-dire le fait que des gamins plus ou moins jeunes s'adonnent à ce type de trafic, il faut que l'on fasse croire
espérer ces gamins en la République et dans l'espoir d'un avenir meilleur en dehors des trafics. Et donc c'est là où on est aussi attendu. Donc il faut une réponse de court terme qui peut être une réponse policière. Monsieur le député, c'est pas une vision, pardonnez-moi de vous couper, c'est pas une vision un peu naïve, un peu bisounours, faire rêver les jeunes avec la République. Vous pensez que la République est en l'état aujourd'hui, comme elle est, avec les valeurs qu'elle incarne, de faire rêver les jeunes dont vous parlez ? Je pense que s'il faut faire des choix, c'est là qu'ils doivent être faits. Vous connaissez Marseille comme moi, allez à la Cité de la Castellane, à la Bricarde, à la Solidarité, etc. Quand vous voyez qu'il n'y a quasiment pas de transport en commun, quelqu'un qui veut faire les 3-8 à Marseille, s'il n'a pas de véhicule, il ne peut pas le faire dans les quartiers de Marseille. C'est impossible. Quand vous voyez l'état des écoles, vous avez des rats dans les écoles, vous avez des punaises de lit. Comment est-ce que vous voulez faire en sorte que ces gamins-là se sentent respectés par la République ? Les réponses, on les connaît. Il faut des moyens. Il faut que les services publics reviennent dans ces territoires. Et moi, je vous le dis, même s'ils savent que ce sera plus difficile pour eux, ils feront le choix de rester dans la légalité, même s'il y a plus d'argent à faire dans le crime. Moi, j'ai grandi dans ces quartiers-là. Ces choix-là, on les a fait collectivement. Aujourd'hui, si je devais avoir le même âge que ces gamins, je n'aurais pas la carrière que j'ai eue. Je n'aurais pas fait le parcours que j'ai fait. Parce que je sais pertinemment, et ceux qui vont à l'école, les parents qui mettent leur gamin à l'école aujourd'hui le savent aussi pertinemment, ils n'ont pas d'espoir de réussite dans les quartiers nord de Marseille en allant dans les écoles de la République. Et le problème, il est là. Il faut passer 8 heures par jour dans une école qui vous amène vers l'échec. Et donc, travaillons là-dessus si on veut assécher, cette chair à canon aujourd'hui qui profite aux trafiquants qui, je vous le dis, sont de moins en moins marseillais. Vous m'avez offert la transition vers un deuxième sujet, et ça fera l'objet d'une seule question, mais vous avez parlé de vos origines dans ces quartiers nord, du chemin choisi par les uns et les autres. Ibrahim Ali, lui, avait peut-être choisi un chemin qui l'aurait sorti de ces quartiers, mais à 17 ans, il a été assassiné. Je vous en parle parce que vous avez des liens personnels avec cette affaire, de par l'endroit où vous avez grandi aussi. Ce week-end dernier, on a enfin inauguré, 26 ans après, une avenue à son nom. Oui, donc un quart de siècle pour avoir une rue au nom de celui qui a été tué parce qu'il était noir. Et donc, crime raciste porté à l'époque, en tout cas, je n'aurais pas soutenu, mais en tout cas, le Front National a été, si ce n'est coupable, en tout cas responsable de la mort d'Ibrahim Ali. Ce sont les idées du Front National qui ont tué ce jeune garçon. Et vous le rappeliez, moi, je suis entré en politique suite à la mort d'Ibrahim Ali. À un moment où je me suis dit qu'il n'était pas possible, où je n'imaginais pas possible de pouvoir mourir en France à cause de sa couleur de peau, d'une balle dans le dos. Et donc c'est ce qui a poussé mon engagement politique. Et donc aujourd'hui, moi je suis extrêmement satisfait du fait qu'on soit arrivé à ce résultat. Et quand je dis on, c'est à la fois les familles, les militants qui depuis 26 ans sont là tous les ans pour rappeler, revendiquer le fait qu'il était normal et légitime pour Marseille, le peuple marseillais, qui ait cette reconnaissance-là de ce crime raciste qui est entré dans l'histoire de Marseille, malgré nous, et en même temps, quand même un peu d'amertume, parce que le Front National n'a jamais été aussi fort. Aujourd'hui, il est peut-être en passe de prendre la République. Il a tenu une ville, en tout cas un secteur de la ville à Marseille pendant 6 ans. Et ça, c'est un échec collectif que de ne pas avoir été capable de bouter le Front National de cette ville et avec les idées qu'il porte. Merci beaucoup Saïda Hamada, députée de la République En Marche de Marseille, dans les Bouches-du-Rhône, bien évidemment. À bientôt sur les antennes d'Azur TV.